Bonjour à tous. Bonjour à tous les membres contributeurs francophones. Donc, il est 21 h en France, il est 15 h au Québec. Et toi, Inès, d'ailleurs, t'es où? Ah, moi, je suis au Mexique, Mexico City. Et il est quelle heure? Il est 2 heures. 2 heures. Ah non, 2 h de l'après-midi. 2 heures, ouais. Ouais, ok. Ouais, ouais, ouais. Donc, bonjour à tous. Bonsoir à tous. Vous pouvez mettre d'où vous êtes si vous voulez dans le chat pour qu'on sache à peu près où vous êtes. Bonjour Anne. Bonjour Daniel. De Nancy, de Paris, Aline, Karine. Bon, bonjour à tous. Tout le monde arrive, c'est super. Merci à tous d'être là. Ce soir, on sera avec Dr Inès Urdaneta, qui est physicienne au sein de la Résonance Science Foundation, et moi qui m'occupe des réseaux sociaux de la Résonance Science Foundation. Donc, on va prendre vos questions. On va prendre vos questions et vous pouvez poser vos questions en direct à Inès. Puisque apparemment Nassim et Olivier Alirol, Dr Alirol, ne pourront pas être là ce soir, ils sont très occupés, ils travaillent dur, toujours sur le papier, sur le nouvel article qu'ils essayent de faire paraître, et donc ils sont très occupés. Donc ce soir on est avec Inès, et on est ravis, tu vas devoir répondre à toutes les questions. Oui. Mais comme tu sais tout, Salut ce ne tout le sera pas monde. difficile. Oui. Ouais, salut tout le monde. Voilà. Je suis très ravie d'être ici à nouveau. Et voilà, donc, joyeuse année 2021. On verra qu'est-ce que nous amène cette année. J'espère qu'il y a de bonnes nouvelles. Et l'article. Et le module 7. C'est vrai, tu as raison. Ouais, c'est une bonne année Ouais, déjà, ouais, puisqu'on est en 2021, c'est la première session de 2021. Et donc, ouais. pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez poser vos questions en direct. Alors, on a déjà des questions. Il y a des gens qui l'ont posé sur le forum que j'ai là et sur la page Facebook. Et aussi, vous pouvez poser vos questions en direct donc, dans la partie Q&R, questions et réponses, en bas de l'écran. Là, par exemple, il y a déjà une question. Et alors, ce qui est génial, c'est que vous pouvez voter pour les questions. Donc, vous avez un petit pouce en dessous des questions. Et donc, vous appuyez sur le pouce pour voter pour la question qui vous intéresse le plus. Enfin, les questions qui vous intéressent le plus. Et du coup, nous, on verra les questions qui intéressent le plus de gens. Et comme ça, on pourra poser les questions qui intéressent le plus de gens à Inès. Donc, vous allez poser vos questions dans le QR en bas. Et vous votez. Si vous ne voulez pas poser de questions, au moins si vous voulez, vous pouvez aller voter et cliquer sur le petit pouce en bas de chaque question pour voter pour la question qui vous intéresse le plus et qu'on posera à Inès. Voilà. Alors, il y a des gens qui ont posé des questions déjà en avance sur le forum, puisqu'on a un forum. Je vais essayer de les trouver dans les gens qui sont là ce soir. Alors, par exemple, là, je ne trouve pas Mickaël. Il y a Mickaël qui a posé une question sur le forum. Si Mickaël veut intervenir et venir la poser en direct, ce sera plus simple s'il veut la préciser un petit peu. Il peut le mettre dans. Il peut reposer sa question dans QR ou alors aller dans le chat, faire un signe, comme ça je saurai que c'est lui parce que là je ne le trouve pas pour l'instant dans les spectateurs. Est-ce qu'il y a Thomas Loisel? Ah, Inès, t'étais partie, t'es revenue. Salut. Et t'as mon nom, c'est marrant parce que tu t'appelles Olivier T sur ton écran. Moi? Ouais, tu Ah vois pas, oui, non? c'est parce que oui, je viens de voir, oui, c'est parce on a utilisé ton lien aussi. Ouais, donc, Ah oui, oui, c'est vrai. Je n'avais pas capté. Ok. Donc, n'hésitez pas, si vous avez déjà posé vos questions au forum, de les reposer dans le QR. Comme ça, je pourrais vous voir et vous ramener en direct. Alors, je cherche Patrice. Bon, ben, je sais pas. Peut-être les gens ont posé des questions en avance, comme ça, ils savaient qu'ils ne seraient pas là. Raphaël. Je ne trouve pas. Bon. Je vais commencer par une question, Inès. Du coup, je vais quand même la poser, même si Mickaël il n'est pas là. Ok. Donc, Mickaël, M-I-K-E-L sur le forum. Il a posé cette question. Déjà, il nous dit bonjour à tous. Donc, bonjour, Mickaël.
Il dit, je n'ai pas bien compris la théorie de Nassim sur le Big Bang. En fait, cela serait un proton qui change d'univers. C'est une question. Comment ça se passe? Serait-il possible que ce soit qu'un autre trou noir ait été expulsé d'un autre univers, comme un proton qui ne soit pas connecté à un autre trou noir? Et ainsi, c'est créé notre univers. Donc, en gros, comment la théorie de Nassim sur le Big Bang et à quelle vitesse voyage-t-on dans un trou de verre? Voilà. Ok, Donc, tu peux commencer, puis si je le trouve, je le ramène. d'accord. Ok, voilà. Donc, d'après les équations que Nassim a développées et avec lesquelles il a construit son modèle, ce que nous savons, c'est que tout ce qui c'est les protons, l'univers, ils ont des conditions de trou noir déjà. Ok, quand on considère toute la masse énergie qu'ils ont dedans, et je veux dire dans le proton et même dans l'univers, les conditions des trous noirs sont remplies. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que les protons et l'univers sont tous les deux des trous noirs. Donc, la dynamique des trous noirs, c'est autre chose que Nassim Haramein a expliqué en rajoutant dans les équations de champ d'Einstein, il a rajouté deux termes, bon, un terme qui inclut le torque et aussi le Coriolis effect. Donc, de telle sorte que ce que nous obtenons à la fin, le résultat, c'est une dynamique, disons, différente à ce qu'on obtient normalement avec ces équations si on n'avait pas rajouté ces termes. D'accord? Donc, dans cette dynamique, on a un double torus qui a une sorte de double vortex qui fait ces mouvements-là. D'accord? Et de deux sens, d'accord, aussi. Il a à l'intérieur et à l'extérieur aussi. Et donc, de telle sorte que dans la dynamique des trous noirs, on compte de la possibilité de pouvoir avoir de la création de matière, bien sûr, de rayonnement, mais que ça se passe dans des endroits spécifiques de la dynamique des trous noirs. D'accord. Donc, en tenant en compte cette dynamique, dès qu'un proton arrive à un point dans lequel les conditions sont appropriées, sont les conditions, disons, Sont bonnes. oui, bonnes pour qu'il échappe l'univers. Donc, il va le faire en suivant cette dynamique. Et ces protons-là, il échappe cet univers qui est en soi, il est un trou noir lui-même. Et le proton aussi, il est un petit vortex, un petit trou noir lui-même. Et donc, une fois qu'il s'est échappé de l'univers, il va se trouver dans un endroit dans lequel la densité d'énergie-masse est très inférieure à ce qu'il a dans son propre intérieur. C'est du fait que cette différence de pression va faire qu'il va s'expandir d'une façon assez vraiment instantanée, presque à notre sens. Et ça va pas faire, il va pas le faire comme ça, comme une bombe. Ça va être, parce que vous vous souvenez que tout le modèle a du spin, non? Donc, c'est plutôt là comme un mouvement vorticiel dans lequel il va s'expandir comme ça et prendre la place de cette nouvelle, d'un nouveau univers. L'univers, c'est masculin ou féminin? Un univers. Masculin. D'accord. Donc, un univers qui va se créer. Et donc, c'est cette différence de pression entre le proton qui était avant et maintenant l'univers qu'il a créé, disons. Et c'est ça la source de spin. Ces gradients, c'est les gradients de pression, ces gradients d'énergie-masse qui viennent de se créer, c'est la source du spin à toutes les échelles. Donc, voilà, ça, c'est le modèle selon Donc la théorie de Nassim. le proton est éjecté en fait d'un univers et parce Oui, que la densité est différente à l'extérieur de l'univers en fait, donc il gonfle en fait exponentiellement très très rapidement et il tourne en même temps. oui, C'est ça aussi. ouais. Donc Donc, l'univers puis, c'est tournerait fou. aussi. C'est Ouais, 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 tout à fait.
Et on a eu de confirmations très récentes dans lesquelles, apparemment, on peut maintenant dire qu'il y a des observations déjà dans cette direction. L'univers est en train aussi de spin, de tourner. Ouais, et d'ailleurs, il y a des articles, puisqu'on a fait un journal en français qui s'appelle le journal de la RSF sur le site internet, où on traduit des articles qui sont faits en anglais. Et donc, il y a un article, c'était toi d'ailleurs qui l'a écrit justement sur les confirmations observationnelles d'équipes de chercheurs qui tendraient justement à penser que l'univers est en rotation, comme les galaxies, comme les planètes, comme tout. Ouais. Ouais, j'en ai fait un, mais peut-être c'était celui, ou peut-être c'est parce que je sais qu'Andrea avait écrit une autre qui parle de mon sujet, mais peut-être c'est le mien. On a fait plusieurs fois, ouais. Oui, parce que chaque fois qu'il y a une confirmation qui nous donne de ces informations qui sont en train de valider le modèle Nacine, donc on le fait. Et d'ailleurs, en fait, sur le concept de trou noir, Mickaël aussi, il pose cette question déjà, bon, à quelle vitesse, est-ce qu'on sait à quelle vitesse bouge l'information à l'intérieur d'un trou noir? Et donc, en fait, un trou noir, un trou de verre, en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est d'un côté, on sort, c'est le trou de verre, et d'un côté, on rentre, c'est le trou noir. Après, tu pourras dire si je me trompe. Et donc, à l'intérieur des trous noirs, il y en a de toutes les tailles. Comme dit d'ailleurs, l'univers est un trou noir, selon donc, les calculs qui ont été faits. Et donc, à quelle vitesse va l'information à l'intérieur d'un trou noir? Je ne sais pas si ça dépend de sa taille aussi. Et lui, il dit, est-ce que, par exemple, moi, je pourrais rentrer dans un trou de verre? Alors, il utilise le mot trou de verre, mais comme les deux sont liés, après, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'il peut rentrer, est-ce qu'un homme humain peut rentrer dans un trou de verre ou c'est pas très... ou alors c'est dangereux? D'accord. Bon, d'accord. OK. La vitesse à laquelle... OK, d'accord. Donc, dans le modèle, ce qu'on imagine, c'est que le trou de verre connecte le trou noir. D'accord? Donc, si vous vous souvenez, au centre du trou noir, il y a une singularité. Donc, cette singularité est de la taille d'un Planck, de la largeur de Planck. Et on sait aussi, grâce aux développements qui sont en train de se publier en ce moment, c'est le nouveau article, tout ça, le nouveau papier, on sait déjà aussi qu'il y a des niveaux encore plus petits. C'est le niveau sous Planck, on va dire. Et on sait aussi qu'à ce niveau donc c'est grâce au fait qu'il y a des niveaux sous Planck, il y a des dimensions encore plus petites, de largeur encore plus petites, on peut dire que effectivement, à cette échelle-là, il y aura aussi des trous de verre et la dynamique est semblable, seulement qu'à une échelle beaucoup plus petite. Donc, c'est-à-dire que donc le trou de verre, on va dire, il a des dimensions beaucoup plus petites que le Planck. Et la vitesse dans laquelle l'information bougerait dans cette échelle, on va dire, ça serait plutôt... On a calculé avec le modèle qui est en train de sortir, on a calculé que la vitesse de la lumière à l'échelle sur Planck est 10 à la 40, 10 puissance 40. 10 puissance moins 40, c'est ça? Non, la vitesse de la lumière. 10 puissance 40 fois la vitesse de la lumière de notre univers. Oui, ouais. Donc, 10 puissance 40 fois C, quoi. Ouais. Donc, ça serait la vitesse de la lumière. La vitesse, c'est pour cela que Nassim dit que ça, c'est la vitesse de la pensée de l'univers. C'est-à-dire que l'univers, il fait le refresh comme un ordinateur. Il fait le refresh chaque... Les mises à jour. Bon, les mises à jour, ça, c'est le temps de refresh. Je viens de mélanger deux concepts. Désolé. La vitesse de la lumière, c'est 10 à la 40 fois la vitesse de la lumière ici. Donc, c'est beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'à cette échelle-là, ce qui se passe à notre échelle, c'est largement... c'est comme si on était... complètement... ralenti, voire quasiment immobile. Ralenti, totalement ralenti. On est vraiment pas du tout en train de bouger à cette échelle-là. Tandis que pour nous, c'est que tout ce qui se passe à l'échelle de ce Planck est instantané. Parce que c'est tellement vite que pour nous, c'est instantané. Donc, la vitesse, disons, de l'entanglement, de l'intrication quantique, ce n'est pas exactement instantané.
on le voit instantané parce qu'on est dans cette échelle-là, mais ça se passe à l'échelle du sous-Planck, c'est-à-dire à la vitesse de 10 grandes, la vitesse de la lumière. Et le temps de réfléchir, de la pensée, c'est le temps, disons, l'équivalent de temps de Planck à cette échelle-là, et ça serait le 10 moins 27. 10 moins 27, le temps de temps de Planck d'ici. Donc, c'est-à-dire que les 27 ordres de grandeur plus petits. D'accord, que le temps Donc, de ça, Planck. c'est la vitesse. Oui, donc ça, c'est la vitesse de réfléchissement, on va dire, de réfléchissement de l'information. Donc, disons que l'univers s'actualise, c'est le temps qui prend une information de traverser tout l'univers. Ouais, c'est ça. D'accord? C'est cette temps. D'accord? À l'échelle du sous-Planck. Et donc, en fait, la vitesse de l'information, c'est la vitesse de la lumière. Elle est différente en fonction de chaque trou noir, en fait. De chaque dimension, de chaque échelle. De chaque échelle. Ouais, il y a des échelles et il y a des frontières, en fait, entre chaque échelle qui sont bien marquées, quoi. Par exemple, Planck, à notre Oui. échelle de l'univers, elle est vraiment spécifique, quoi. Oui, exactement. Exactement. Et donc, on peut Donc, rentrer dans c'est un pour trou ça. noir, ça dépend lequel. En fait, si nous, on considère que l'univers est un trou noir, on est déjà dedans, on y vit bien, ça va, on ne se fait pas écraser. Ouais, Mais si ouais. on va dans un trou noir qui est de la taille de Planck, là, on risque de se faire. Là, ça va être plus difficile, quoi. Oui, je pense que je ne pourrais pas répondre à cette question, je ne saurais pas vraiment. Je ne sais pas si, à quel. Ouais. Bon. Ok. Je vais amener à la Serena, qui s'appelle Margot, je crois, en vrai. Margot, si tu veux poser ta question en direct. Alors, Margot, elle a posé des questions aussi qui sont très intéressantes. Qu'est-ce que ça change de connaître la structure du vide? Est-ce que ça a une base Qu'est-ce que ça change de connaître la structure du vide? En quoi est-ce que ça peut nous aider à en tirer de l'énergie? Elle a plusieurs questions. Là, je vais faire les deux premières. Et après, comment fait-on pour raisonner des choses harmonieusement avec la structure du vide? Et après, il y a une autre question qui est intéressante, mais on peut y aller tranquille après. C'est comment est-ce que c'est possible justement de faire résonner une structure autrement qu'harmonieusement? Pourquoi à un moment donné, il y a une désharmonisation des fréquences? Mais Margot, c'est ça? Ouais, Salut, bonjour à vous deux. bonjour. Je te laisse poser ta question si tu veux à Inès en direct. Eh ben, laquelle? Parce qu'en effet, il y en a pas mal. Bonjour Inès. Alors, la première, c'est Bonjour, ça va. qu'est-ce que ça change de connaître la structure du vide et en quoi ça peut nous aider à en tirer de l'énergie, Bah c'est oui, ça? oui, voilà. L'énergie pour soi, tu veux dire, ou pour une technologie? Les deux, c'est pareil. Ok. Ah, Inès, elle est gelée là. Ça, c'est pas au bon moment en plus. Ok, bon, alors j'espère que ça va revenir bientôt. C'est peut-être un souci avec son ordi. Ah, On y croit. donc juste, moi, si je peux commencer à répondre à mon niveau, je suis pas scientifique, hein. Je m'occupe des réseaux sociaux. Ah, Désolée, Inès, là. tu m'as C'est la sauvé. connexion de temps en temps. Mais bon, non, je vais changer mon réseau en réseau de téléphone et peut-être ça va pas se couper, mais on essaie encore un tout petit peu avec celui Ça du marche. bureau. Est-ce que tu as entendu la question? Est-ce que tu veux que je la repose? Non, Comment, comment, on peut, repose-le s'il vous plaît. comment on peut tirer de l'énergie à partir de la connaissance de la structure du vide? Pour soi ou pour la technologie? Et Margot, tu peux D'accord. intervenir si tu veux. Elle a refrisé. Ah non, qu'est-ce qui se passe? Putain, à chaque fois. Donc, moi, si je peux commencer à répondre à mon niveau, en fait, c'est que oui, on peut tirer de l'énergie. C'est d'ailleurs ce que fait Nassim avec sa technologie. Enfin, c'est le tout début, en fin de compte, à partir du moment où on comprend comment la structure du vide fonctionne, donc avec le spin,
on peut arriver à créer une singularité. Et donc là, à partir de ce moment-là, on peut arriver à stabiliser un champ cohérent un gravitationnel et aussi de radiation électromagnétique. Et à partir de ce moment-là, on peut puiser un petit peu et on va extraire un petit peu d'énergie de cette singularité qui est liée à la structure du vide, une fois qu'on comprend comment elle fonctionne. Et là, on peut se brancher comme une prise dessus et télécharger de l'électricité. Et par exemple, par rapport à, il partage pas mal de vidéos où on voit le 60-40 trade run et des choses comme ça. Et c'est quoi le rapport entre cette forme-là du vide et l'énergie? Tu veux répondre, Inès? C'est un truc de fou, c'est à chaque fois qu'on essaie de lui donner la parole. Alors en fait, c'est tout simple, hein. C'est la géométrie de la structure du vide à l'échelle de Planck. Okay, donc en fait, comme tu dis, il y a des harmonies, il y a des fractales dans la structure du vide. La structure du vide, elle a un mauvais nom, en fait, on pourrait plutôt appeler ça la structure de l'espace. Et le vide, c'est un terme en physique en fait, qui n'existe pas. Ça correspond au vide quantique qui, en fin de compte, est plein d'énergie. Et donc, là, il faut plutôt parler de structure de l'espace qui s'organise en fractales. Okay, et ces fractales-là, tu peux aussi les penser en termes de géométrie. Et donc, et c'est toi, je ne sais pas si c'est toi qui parle autre chose. Et donc, la structure c'est la matrice isotrope vectorielle, je crois, à 64 tétraèdres. En fait, elle correspond à une échelle fractale de la structuration de l'espace et, par exemple, à cette échelle de Planck. Et donc, je ne sais plus si c'est toi ou quelqu'un d'autre qui disait, si on met des doubles tors à la place de chaque tétraèdre, est-ce que ça fait la même chose, etc. Oui, c'est la même chose. Ça va donner la fleur de vie, en fait, tout simplement, parce qu'ils sont imbriqués les uns dans les autres. Et donc, comme la personne disait, c'est qu'en fin de compte, si on prend des tors, donc là, c'est des mouvements énergétiques à la place des tétraèdres, ça va donner une forme dynamique, parce qu'en fait, compte, c'est un champ qui est dynamique. Et si on les met en tétraèdre, ça donne la même chose, mais c'est un champ qui est plus statique. On va pouvoir plus le conceptualiser, en fait. Et donc, cette structure-là, cette géométrie-là qu'on a appelée de tout le temps la géométrie sacrée, en fait, elle correspond, oui, elle est sacrée parce qu'en fait, elle correspond à l'espace et à comment l'espace se divise pour donner la vie, pour donner les planètes, pour donner les atomes, pour donner les galaxies, les univers, etc. Mais ce n'est pas à toutes les échelles. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, des fois, ça se désharmonise un petit peu avec d'autres échelles, parce que quand on est entre deux échelles, en fait, puisque c'est dynamique, ça va être fluctuant. Ça fait que, par exemple, toi, par exemple, avec les fréquences vibratoires de ton corps électromagnétique, tu vas pouvoir travailler soit avec des cristaux, avec d'autres choses qui vont être sur ta fréquence. Donc, ça va harmoniser, okay, sur la bonne fractale. Mais par contre, tu vas avoir des objets qu'on utilise tous les jours qui n'ont pas forcément les bonnes fréquences par rapport à nous. C'est toujours une fréquence par rapport à une autre fréquence, tu vois. Et donc, par rapport à nous, à notre biologie, ça va être des fréquences qui ne vont pas être adaptées à notre biologie, à nous. Ça va peut-être être adapté à d'autres biologies ou à d'autres choses. Et donc, en fin de compte, c'est là où il y a une désharmonie. Et donc, il faut arriver à avoir une technologie par rapport à… Nous, on sait que, par exemple, notre biologie à nous, nos fréquences électromagnétiques du corps humain, du cerveau, du cœur, elles sont adaptées aux fréquences de la planète, par exemple. Ça a été prouvé, on est relié aux fréquences de la planète. Et donc, si on arrive à harmoniser des fréquences de technologie avec donc nos fréquences biologiques à nous, de l'homme et aussi de la planète, tu vois, là, ce serait beaucoup plus harmonieux que si en fait on est sur des harmonies qui sont pas bonnes en fait pour nous. Inès, on va réessayer de te donner la parole et j'espère que ça va pas couper au moment où tu vas ouvrir la bouche. Oui, j'ai dû changer de version, désolé. Maintenant, j'utilise la version de mon téléphone portable parce que celui, le fixe, n'a l'air de pas trop marcher. Ok. Est-ce que tu as entendu un petit peu une partie de la réponse? Est-ce que tu veux repartir ou… D'accord. La question était à la structure de vide et comment ça pourrait nous aider à… Ouais, à en tirer de l'énergie Okay. et comment on peut désharmoniser. D'accord, je vais donner un exemple. C'est grâce à la structure de vide que vous m'entendez? Ouais. On t'entend. Des fois, Okay. ça frise, mais on t'entend. D'accord. Oh mon Dieu. D'accord. Le cristal, par exemple, là, c'est grâce
géométrie du cristal qui est, disons, à l'échelle, disons, de les structures de vide, c'est grâce à ce fait que nous pouvons tirer de l'énergie et avoir cette interaction entre les cristals et les fluctuations du vide. Donc, par exemple, ça, c'est une application de ce qu'on appelle ingénierie du vide, vacuum engineering. Parce que en utilisant les propriétés du vide, si on connaît, on comprend bien les propriétés du vide, c'est-à-dire son structure, sa géométrie, sa dynamique et tout ça, donc on peut faire de telle sorte que en construisant de technologies qui soient semblables, créer de la résonance avec cette structure de vide. Et c'est grâce à cette résonance qu'on peut tirer de cette énergie, qu'on peut extraire de cette énergie. Et donc, l'idée cruciale, c'est de comprendre comment faire disons, si on comprend bien, et c'est pour ça que c'est important, pour plusieurs raisons, mais cette raison en particulier, elle est très importante. C'est le nouveau article qui va sortir bientôt. C'est parce qu'il faut comprendre bien comment ça se passe le gradient de densité, les gradients de densité, comment on peut faire pour taper l'énergie de vide. Il faut bien comprendre comment se passe cette gradient de densité. Donc, il faut faire de telle sorte qu'on comprend bien comment la densité d'énergie de vide se comporte à cette échelle et comment elle change graduellement, disons, de la structure de vide même pour pouvoir avoir cette interaction. Parce qu'on sait que l'énergie du vide, elle est infinie à chaque point. Mais elle est infinie, c'est la densité d'énergie qui est infinie. C'est l'énergie par volume, l'énergie contenue dans un volume. Donc, c'est logique que si on diminue le volume au le plus petit possible, on aura beaucoup plus de pression. L'énergie est beaucoup plus confinée. Donc, c'est cette densité d'énergie qui est importante. Ce n'est pas l'énergie absolue, c'est le ratio entre la quantité d'énergie que nous avons dans un volume. Voilà. Et donc, il faut bien comprendre que c'est pour ça que l'énergie dans le noyau d'un atome est si assez important, parce que cette énergie, elle est confinée dans un volume beaucoup plus petit. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre comment ça se passe, cette gradient de densité, pour arriver de la façon correcte à raisonner avec cette densité qui est à l'intérieur le plus intime de l'atome, ou de la structure de vide. On a vu que l'atome est de vide organisé. Est-ce que ça veut dire que si on a par exemple un cristal qu'on va façonner physiquement, techniquement, de façon à ce qu'il ressemble à la structure de vide, ça crée une forme de résonance avec cette structure de vide elle-même et du coup, ça lui donne les mêmes propriétés, plus ou moins? Oui. D'accord. Exactement. Mais c'est dur à faire. Ouais. Et oui, Ouais. bien sûr. Non, c'est hallucinant. Mais je ne sais pas si vous avez vu, bon, on l'a déjà partagé dans la science en anglais et en espagnol, donc je pense que je peux le partager ici aussi. Attendez, Voilà. je ne sais pas si vous avez vu déjà, je pense qu'il m'a déjà parlé de l'expérience qu'on a fait avec les 8 cristaux. Vous l'avez vu déjà? Essaye de faire. J'espère que ça va fonctionner avec. Mais vas-y, essaye. Tu veux partager ton écran? Je vais essayer. Attendez. Je peux parler pendant ce temps-là si tu veux. Oui. Parce que j'ai la photo ici, elle est tout près. C'est juste de le partager à l'écran. Attendez. Pour tous ceux que ça intéresse, d'ailleurs, je ne sais pas, Margot, et Rémi, c'est ça? Élise. Ah d'accord, ok. Comme sur le forum, c'était marqué Margot Rémi, je me suis dit c'était peut-être. Ouais. Donc,
si vous êtes sur le cours de Sciences Unifiées, qui est gratuit en 6 modules pour tous ceux qui nous regardent, mais a priori tout le monde y est, vous pouvez en parler aux autres aussi. Il y a dans le module 6, il y a une partie qui est intéressante qui est consacrée aux cristaux. Ok. Je suis pas rendue là encore. Ah, d'accord, c'est la partie 2, vous verrez, c'est intéressant. Okay. D'accord. Et voilà, donc ce que vous voyez à l'image, c'est justement ce que je disais. Ok, donc on a fait l'expérience de placer 8 le cristal, chaque cristal a des aimants. Ouais. Vous voyez, donc on peut les connecter les uns avec les autres. Et donc, on crée une structure qu'on appelle radiative ou gravitationnelle, en dépendant de la direction qu'on a utilisée avec les cristaux. Donc, je me souviens lequel on a utilisé pour cette expérience, mais disons c'était le gravitationnel peut-être. Mais dans cette configuration de 8 cristaux sont placés au centre. Au début, il n'y a que la terre, la semille, les graines, quoi. Les graines, voilà. Et ça sert, il est arrosé avec de l'eau normale. Parce qu'en même temps, il faut faire le contrôle aussi, bien sûr. Non? Donc, on a reproduit les mêmes conditions pour les contrôles. Mais sauf qu'on n'a pas placé le cristaux au centre. Donc, on a l'expérience avec et sans cristaux, de telle sorte qu'on pourrait comparer après comment ça se passe avec et sans. Et donc, on arrose et on fait les mêmes conditions pour tous les deux. On réplique les mêmes conditions dans les deux expériences. Et puis après, dans, je ne sais pas, 12 semaines, 3 semaines, on arrive à cette situation-là. Donc, malheureusement, je n'ai pas pris la photo de contrôle, mais j'étais trop impressionnée par ceci. Donc, le contrôle, on pourrait peut-être la montrer après. Mais vous allez voir que le contrôle il est complètement aléatoire. Donc, on a des petits pouvoirs ici et par là, mais c'est complètement aléatoire. Tandis qu'ici, vous le voyez très bien, il est très structuré. On voit très bien des anneaux qui sont concentriques par rapport au, disons, l'anneau central. Et voilà. Et non, je ne sais pas si vous avez vu ça s'appelle comment en français, je ne me souviens plus. Mais donc, c'est-à-dire que ça montre, sans hésitation, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, qu'il y a quelque chose qui se passe avec les cristaux. Et l'évidence, elle est voilà, incontestable. Et c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est le champ énergétique de la configuration des 8 cristaux qui fait cette... donc, ce qu'on voit là, ce sont peut-être c'est la structure résonante de cette énergie qui sort de cette configuration, disons, des 8 cristaux. Donc, vous le voyez bien, c'est bien clair, non? Les anneaux. Oui, on voit bien les cercles concentriques. Voilà. Mais aussi, il y a aussi le fait que ils ne sont pas tous de droite comme ça. Vous voyez qu'ils ont un petit peu d'inclination. Peut-être on ne le voit pas si bien dans cette image, mais il y a vers l'extérieur. Oui, comme si c'était un peu incliné. Tu sais, comme quand un hélicoptère est en train d'atterrir, parce qu'elle fait comme ça, donc la herbe se courbe comme ça. Cette courbature est ici présente, sauf qu'elle est rendue comme ça. L'herbe est arrondie comme ça, avec cette courbature. Okay. Tandis que dans le contrôle, c'est normal, c'est ce qu'on attend, c'est l'arbre qui va à peu près dans la même direction. Mais là, du coup, dans l'expérience, vous avez utilisé des cristaux que vous avez fabriqués et façonnés, ou je ne sais pas trop, en laboratoire. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on trouve à l'état naturel qui font ça? Oui, peut-être, mais il faut qu'il soit très pur. Donc, le problème avec le quartz normal, c'est qu'il n'arrive pas à avoir ce niveau de pureté qui c'est nécessaire pour qu'il puisse interagir avec le champ de vide. Et en plus, il faut aussi l'activer parce que ce n'est pas que façonner le cristal pour donner ses formes, il faut aussi le mettre dans le HFR, que c'est le Harmonic Flux Resonator, que c'est la grande invention de Nassim, qui module le cristal et qui active cette interaction. Le cristal, il déjà
parce qu'il est pur, il a été, disons, grandi, il a été créé dans un laboratoire pour que ce soit le plus pur Ouais, possible. c'est des monocristaux, c'est-à-dire que leur structure atomique, déjà, elle est parfétement structurée, Oui. tétraédrique. Oui, déjà, déjà au niveau atomique, vous voyez. Donc, à ce niveau-là, ça commence à grandir le cristal. Il commence à grandir déjà à l'échelle quantique en gardant cette pureté cristalline, on va dire. En ayant seulement que les atomes qui appartiennent au quartz, que c'est l'oxygène et le silicium. Et avec ça, ça prend la taille nécessaire. Après, il est coupé de façon assez particulière. Et après, avec ceci déjà, on a des effets, mais pas si importants comme ceci. Pour avoir il faut aussi après le mettre dans le resonator et ça le module. Et c'est ça qui fait la différence. Ok. Voilà. Il y a une question de précision et une question aussi de mettre une information dedans. Oui, ouais. Oui, on pourra le voir comme ça. Ouais. Donc, vous voyez, c'est la géométrie et la dynamique. Ouais. On a la géométrie et la dynamique, bien comprendre comment c'est la dynamique du vide et pouvoir mimétiser cette dynamique avec notre propre technologie, la faire interagir avec le vide et augmenter augmenter, je ne sais pas, les propriétés. Mais il n'y a que des Pour cristaux avoir qui peuvent faire ça. ces propriétés à notre échelle. Ouais. Est-ce qu'il n'y a que des cristaux qui peuvent faire ça? Je ne sais pas. En tout cas, les cristaux ont une structure atomique particulière, quoi. Comme le silicium, d'ailleurs, comme l'eau. Elles ont une structure atomique tétraédrique, et ce qui fait que tous ces éléments entrent en résonance les uns avec les autres assez facilement et en plus sont très importants dans toute la biologie terrestre. Ouais. Le problème avec le quartz qu'on trouve en nature, c'est un quartz qui n'est pas parfait, c'est-à-dire qu'il a des impuretés dedans. Ce n'est pas que seulement des atomes, et la structure cristalline, elle n'est pas parfaite. Elle aura un petit déplacement des atomes par rapport aux autres au niveau atomique. Et donc, les défauts vont se propager. Voilà, parce que si ça démarre déjà avec un petit défaut au tout petit, les défauts, le décalage va se propager. Ce qui fait qu'à la fin, quand on a un cristal qui est d'une taille macroscopique, on va dire, il est déjà, disons, en haut de face avec la structure de vie. Et donc, on peut faire ce genre d'expérience pour moi, cette image, elle est. Et c'est vrai que là, ça montre bien, en fin de compte, ce qu'on disait tout à l'heure, la fonction, comment dire, la corrélation entre, d'une part, les tétraèdres. Donc, par exemple, là, le cristal qui est en tétraèdre, et puis en plus, ils en mettent 8 ensemble. Ça fait, en fait, si je ne me trompe pas, une Merkaba, en fait. C'est 2 gros tétraèdres de 4 chacun, voilà, comme ça. Et là, ça donne une dynamique, en fait, là, c'est pas vraiment toroïdal, parce que de toute façon, c'est en 2D quasiment, mais c'est une dynamique sphérique, quoi. Il y a une. Comme il y a des ondes, quoi, une dynamique ondulatoire. Exactement. Exactement. Avec des interférences destructives et constructives. Voilà. Ouais, parce que c'est ça comme des vagues. Voilà. Donc, c'est la résonance. C'est une expérience de résonance pure, on va dire. Parce qu'on voit bien des anneaux, là où les cercles sont concentriques, il y a eu d'interférences maximales constructives, tandis que dans les autres endroits, l'interférence a été destructive maximale. Ouais. Ok. Donc, voilà. Ok. On va pas... Ça va? Ça vous va les réponses? Ouais. Ouais. Merci. Je vous en prie. Et merci pour vos questions qui sont très intéressantes. Et la résonance, juste parce que c'était à la fin, qu'est-ce que la résonance? Donc en fait, c'est ça, hein, pourquoi on en est là, c'est pour la résonance. Hein. Nassim, il n'a pas choisi ce mot-là au hasard. C'est les résonances de structures à échelle fractale, en fait, qui résonnent les unes avec les autres. Et après, on peut toujours zoomer, puis il y a d'autres structures fractales. C'est un treillis, un réseau vraiment compliqué, mais il y a toujours des fractales. Ouais. Et Nassim, là, ce qu'ils sont en train de faire, le papier, justement, c'est d'expliquer cette échelle fractale avec les différentes structures qui résonnent en résonance. Ok.
Donc, merci beaucoup pour vos questions. Ben, merci à vous deux. Et puis, bonne soirée. Ouais. Merci. Bonne Et soirée. on va passer à une autre question. Alors, il ne faut pas que je t'enlève toi. Ok. Je pense que Ça c'est marche bon. mieux avec mon réseau ou vous me voyez comme Ouais, ça? c'est mieux. Non, c'est mieux là. Ouais. Ok. Alors, il y avait une question rapidement de Aline. Je ne veux pas la passer, elle me pardonnera. Elle est passée la dernière fois. C'est une question courte. Je ne sais pas si tu as la réponse. Peut-être plus William qui pourrait savoir ça. À quelle température l'eau informée par le cristal arc est stable? Oui, non, je ne saurais pas répondre. Ouais, il faudrait poser la question à William et puis sinon je mettrai ça sur la page Facebook. Alors, Daniel qui a posé une question. Et je vais amener Daniel. Est-ce que la conscience individuelle impacte la conscience universelle à toutes les échelles de la même manière? Alors, je te laisse 1 minute pour réfléchir à cette question très simple. Ok, Daniel va arriver. Okay. Donc, est-ce que la conscience individuelle, en fait, a un impact sur la conscience universelle? Ok. Ok, ça dépend aussi de comment on définit conscience, d'accord? Donc, moi, la façon comme j'aime plus la définir. Salut Daniel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, la façon comment je la vois plus simplement, c'est le mécanisme de rétroalimentation. Oui, c'est ça. Donc, d'accord. Donc, ce que j'appellerais la conscience, c'est ça. Donc, comment ma conscience individuelle, c'est-à-dire ma propre rétroalimentation avec le champ, peut avoir un impact collectif dans la conscience collective. Bon, je pense que donc comment tout se passe finalement, ok, à travers le champ collectif, c'est-à-dire quand j'ai ma conscience individuelle et j'informe le champ collectif par rapport à ma propre expérience. Donc, c'est-à-dire que je donne mes informations individuelles au champ. Le champ connecte toutes les choses. Donc, c'est-à-dire que... Et c'est pour ça que, c'est probablement pour ça, on l'appelle aussi le champ morphogénétique de Rupert Sheldrake, parce que c'est un champ d'information, on va dire un champ informationnel, et ce champ d'information informe, informe et donne de la forme aussi, ça donne une forme aussi. Et c'est pour ça que Rupert Sheldrake l'appelle le champ morphogénétique. Et donc c'est clair que si je suis vivant, si je suis part de l'univers, je suis tout le temps en train de faire cet échange d'informations avec le champ. Et de telle sorte que peut-être mon expérience, mon information a été par résonance, parce qu'il faut comprendre que tout va, et c'est impossible de partager tout parfaitement avec tout, parce que il y a une séparation naturelle, que c'est la résonance. Toutes les choses sont semblables, et il y a des choses qui sont semblables et qui ne le sont pas. Non? Et ce qui fait la différence, c'est justement ce sont des principes qui font des différentes fréquences, qui font des différentes formes, des différences... et donc, ils ont et ça crée comme des groupes, on va dire. Et ces groupes sont informés de façon différente aux autres groupes. Parce qu'ils appartiennent aux différents, disons, résonances. Et donc, l'information que je peux tirer du champ morphogénétique va être liée à ma résonance, à ma propre résonance, à ma propre condition interne, on va dire. Non? Et de telle sorte que ce que je informe au champ et ce que je reçois du champ, c'est disons, d'une façon biased. Biaisé. Biaisé, voilà. D'accord, parce que c'est mon expérience en résonance avec l'information qu'il y a dans le champ. Et donc, tout le monde participe
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la participation, ça se passe pour tout ce qui est involucré dans l'existence, tout participe à ces mécanismes d'échange d'informations, mais les informations sont différentes. Est-ce que c'est ce que tu voulais dire, Alors, Daniel? Est-ce que tu veux pas tout à fait, expliquer? parce qu'il y avait une question subsidiaire qui était est-ce qu'une civilisation très avancée à l'autre bout de l'univers peut m'impacter instantanément? Oui, par résonance, je pense que oui. Bon, c'est à mon avis, c'est-à-dire parce que je pense que la résonance, elle est, à mon avis, c'est très lié à l'intrication quantique. C'est-à-dire que quand on a des propriétés de symétrie qui sont très semblables, parce qu'une résonance a aussi des propriétés de symétrie qui sont propres à chaque résonance. Si ces propriétés, ces systèmes, ces symétries sont exactes, la résonance est disons, instantanée. Donc, je pense que pour avoir de l'intégration quantique, c'est absolument sûr que ça doit être très lié aux symétries et pourtant à la résonance. Donc, je pense que oui, que c'est possible. Et aussi au niveau de conscience individuelle, c'est-à-dire au niveau vibratoire individuel. Je pense qu'on ne perçoit que ce qui est en résonance avec notre propre niveau vibratoire. Oui, c'est clair que là, c'est... oui, tout à fait. Mais c'est difficile de définir une vibration comme telle parce que comme des êtres que nous sommes, tout est en train de vibrer, les atomes, les molécules à l'intérieur, tout est en train de vibrer. Donc, dire quelle est la vibration spécifique d'un être, c'est plus complexe que ça, mais la combinaison, cette combinaison de fréquences tout entière dans un être humain, on va dire que ça, c'est la résonance propre de cette personne. Mais en prenant en compte la combinaison, parce que toutes ce sont des vibrations, c'est vrai, mais comme on sait déjà que les choses qui vibrent comme une vibration, une oscillation, pour créer, sont des ondes qui font des interférences constructives ou destructives. Donc, les interférences constructives vont survivre et vont aussi s'amplifier. Donc, on pourrait dire que seulement ces vibrations qui sont cohérentes, qui vont garder cette cohérence jusqu'à l'échelle humaine. Et même vont se merger ensemble, quoi. Je veux dire, si Oui. deux ondes. Et donc, en fait, là, on est vraiment en contact, quoi. Les deux objets sont vraiment en lien, là, direct, quoi. Ouais. Là, il y a de l'information qui passe. Oui, et là, de l'information qui passe quand on a une situation résonante. Ça s'appelle comme ça. Ouais, mais je le dis seulement parce que c'est vrai que c'est définir la vibration de chaque chose, c'est pas si direct que ça. On peut dire l'énergie, le corps énergétique de chaque objet, de chaque être vivant, et c'est ça, c'est un spectre d'énergie, c'est un spectre de vibration. Oui. Ce n'est pas qu'une vibration. Les radiesthésistes mesurent l'état vibratoire d'une personne en bovis, avec l'unité bovis. Donc, c'est une des représentations vibratoires d'un être humain, parmi d'autres. Ouais, voilà. On peut avoir l'état vibratoire d'une cellule, d'un atome, d'un organe, d'un être. De tout son corps, oui, bien sûr. Voilà. Et ça me faisait penser à quelque chose, c'est qu'en fin de compte, l'intrication quantique, tu disais, c'est en fait deux atomes, enfin deux photons par exemple, qu'on sépare. C'est ça, non? C'est un photon qui devient deux. Donc en fait, à la base, il était qu'un. Et donc là, ils sont intriqués quantiquement. Et donc on a l'impression qu'ils bougent à la même vitesse au même moment. On dit automatique, mais peut-être qu'il y a une vitesse 10 puissance 40 fois C. Enfin bref. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous intriqués puisque on était tous à la base dans un minuscule point comme ça, quoi. Donc ce qu'on appelle le Big Bang ou le proton qui sort d'un autre univers. Et donc toutes les cellules de nos corps, en fait, étaient tous au même endroit à la base, comme ce photon, en fait.
Donc, en fait, énergétiquement, on est tous imbriqués, même à l'autre bout de l'univers, comme tu dis, Daniel, une autre civilisation. Il y a forcément quelque chose qui reste, qui fait que on est en résonance. Après, c'est très, très subtil et comment mesurer, tout ça, c'est très, très, je pense, compliqué, là, vraiment. Mais fondamentalement, il y a forcément une résonance. Et il n'y a pas d'échelle d'espace, quoi. Oui, bien sûr. Mais bon, HeartMath a fait des expériences, par exemple, avec la résonance cœur-cerveau, hein, c'est-à-dire toute la cohérence cardiaque, en fait. En groupe, moi, j'ai assisté à une expérience à Grenoble avec 50 ordinateurs connectés. Tout le monde était en cohérence cardiaque. On fait rentrer un 51e et instantanément, il est en cohérence. Wow. Instantanément. Oui, Donc, j'ai vu ça montre bien ce que tu dis, Olivier. Oui. Ouais, c'est ça, c'est des systèmes de résonance, quoi. Et donc là, le groupe, en l'occurrence, est plus fort parce qu'il est déjà stabilisé et un seul individu est obligé soit de se mettre ensemble, soit ça va être très dur, il va falloir qu'il dégage, mais forcément, il y a une résonance de fréquence, quoi. Et ce qui fait qu'on peut avoir beaucoup d'espoir aussi. C'était un peu le but de la question, c'est-à-dire est-ce que la Terre est en train de bouger un peu, quoi. C'est ça, parce qu'on se sent souvent très seul dans des moments difficiles en pensant qu'on souffre tout seul dans son coin, et non. Alors après, comme il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas conscience, voilà, donc ça fait, il faut être beaucoup plus à être en paix avec soi-même, etc., pour arriver à faire un chant cohérent, mais à la base, c'est possible. T'es d'accord, Inès? Oui, je suis d'accord. Ok, ça va, Daniel? Tu vas rajouter quelque chose? Ça va très bien. Non, merci, c'est super. Merci bien. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup d'être là. Bonne soirée. À la prochaine. Ouais. À la prochaine. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Alors, est-ce que tu as vu des questions, Inès? Ou est-ce que tu veux... Ah oui, elle avait une question. Ouais, il y a plus de questions ici. Attends. Alors, moi, j'en ai une, si tu veux. Elle l'avait déjà posée dans le forum. Donc, je vais ramener Raphaëla. Tac. Qui parle de la Terre creuse. Elle dit, j'ai une petite question par rapport à ce qu'avait dit Nassim dans une session d'octobre. Il a dit que les étoiles sont creuses. Et donc, est-ce que c'est le même phénomène qu'on appelle le phénomène de la Terre creuse? Est-ce que la Terre est creuse, en fait? Est-ce que ça a une base scientifique? Bonsoir, Raphaëla. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, très bien. On entend même ton chien. Oups. Et, non, pas de problème. Et donc, est-ce que tu as entendu? Est-ce que j'ai bien posé la question? Est-ce que tu veux reposer? Oui. Non, c'était bien ça la question. Ah ouais, ça c'est possible. Ok, d'accord. Creuse, ça veut dire vide, non? À l'intérieur. Oui, c'est ça. Hollow, quoi. D'accord, comme il y a la Terre. Oui, bon, étant donné que dans notre modèle, à l'intérieur, tout ce qu'on a, c'est noir, non? À l'intérieur des atomes, à l'intérieur de la Terre, on a aussi un trou noir. Et d'ailleurs, à l'intérieur d'un étoile Raphaëla, Raphaëla, désolé, comme on entend quelqu'un parler, est-ce que tu peux juste couper ton micro le temps qu'Inès parle et puis après tu peux le rebrancher? Ça va, parfait. Merci. Pas de souci. Voilà, d'accord. Donc, à la base, il y a un trou noir dans tout. Les atomes, les planètes, les étoiles, les galaxies. Exactement. Donc, c'est-à-dire que c'est une sorte disons, d'espace vide dans le sens d'un trou noir. Et donc, du coup, et comme cette dynamique du trou noir, c'est ce qui crée la matière, le champ, tout ça. Et donc, dans ces modèles, la Terre grandit parce qu'elle est en train de cumuler de matière qui a été créée par le trou noir au centre. Donc, c'est pour ça qu'il est en train de grandir. Donc, quand le continent se sont séparés, ce n'est pas un problème de plaques tectoniques qui sont en train de se creuser parce que je ne sais pas quoi, sinon parce qu'il a l'impression qu'il vient de l'intérieur, qui est en train de pousser, donc de faire élargir la surface. Comme un ballon, quoi.
comme un ballon. Et donc les continents se séparent parce que voilà. Et il y a des modèles qui ont été faits comme ça pour voir la Terre se reprendre et ça fit bien quoi. En fait, les continents prennent en fait une place où à la base où il y avait, elle était beaucoup plus petite la Terre en fait. Donc en fait, est-ce que pour savoir si j'ai bien compris, ça veut dire qu'en fait il y a un trou noir au centre de la Terre? Oui. Qui émane, qui irradie aussi, c'est-à-dire que c'est de l'énergie. Donc il repousse la matière, mais avec le spin aussi, ça fait qu'il y a de la matière qui s'agglomère à un certain rayon. Oui, apparemment le trou noir de la planète, ça serait comme un petit bol de cette taille-là. C'est vrai, c'est la taille, taille d'un petit ballon de. C'est quelque chose qu'on pourrait prendre avec ses mains, quoi, une chose comme ça. Et donc il y a du vide entre ce trou noir. Donc vous savez que dans les couches. Mais c'est pas. Est-ce que c'est tout vide ou est-ce que après le trou noir, vous savez qu'il y a le horizon des événements qui est. Et puis après, il y a ce qu'on appelle qui est tous les matériaux comme il est en train de créer des atomes, de matériaux et tout ça forme part de l'ergosphère. 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 Donc l'ergosphère dans un moment, elle va se solidifier parce que la température a descendu suffisamment pour que ça prenne voilà, une condition, disons, solide. C'est un changement d'état au solide. Et voilà, donc c'est pour ça que la taille, c'est si petit, parce que évidemment, la taille de la Terre, elle est beaucoup plus large. Et il faut que ça soit comme ça, pour qu'on ait toutes les balances, les équilibres nécessaires, pour qu'on ait une couche solide à l'extérieur, comme on les voit. D'accord? Et Raphaëlla, est-ce que tu comprends? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu veux poser une question? Non, c'est bien, c'est très clair. Merci beaucoup. Donc Inès, pour résumer, en fait, la théorie de la Terre creuse, c'est possible dans le cadre du modèle holographique. Oui, en fait, oui. Ça serait comme ça. Et d'ailleurs, il y a un article qui est dans le journal de la Resonance Science Foundation qui s'appelle La masse manquante du Soleil. Puisqu'en fin de compte, entre les modèles qu'on a et les observations, il y a un décalage. Il manque de la masse pour expliquer, selon notre modèle, qui est un modèle de Soleil, d'étoiles dense, quoi, avec de la matière partout. Il manque de la matière. Parce qu'en fait, il y aurait donc ce trou noir qui est extrêmement dense au cœur, et puis l'ergosphère qui agglomère tout le plasma autour. C'est ça, Inès? Oui, exactement. Donc, on a un petit problème de. Oui, c'est comme la même histoire avec la matière énergie noire. Il manque de choses, donc on le rajoute comme ça. Mais c'est vrai que il manquerait beaucoup de masse, comme on dit. Mais c'est l'énergie du vide en fait. Si on ne prend pas en compte, si on ne prend pas en compte, alors c'est comme j'aime beaucoup cette image que Nassim utilise beaucoup. C'est l'image du café avec du lait. Donc on compte tout le temps le lait comme si c'était la masse, comme si tout était que le lait dans le café. On ne voit pas le café parce qu'il est noir, donc on ne le voit pas. Mais quand on voit le lait, on dit, ah, voilà, ça c'est l'existence, c'est la réalité, c'est le lait. Et le mouvement de spirale, c'est parce qu'elle elle bouge comme ça, mais et on ne prend pas en compte que c'est la dynamique du café, c'est-à-dire la dynamique du vide, qui crée toutes ces structures. Donc, c'est pour ça que ça manque dans les équations, il manque cette contribution de fluctuation du vide. Et de la dynamique du vide et tout ça. Ça va, Raphaëlla? Oui, j'ai vraiment bien aimé aussi l'idée que la tectonique des plaques, c'est en fait la matière qui s'accumule. C'est vraiment intéressant, merci. Ben de rien, Raphaëlla. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Bref. Au revoir. Donc, voilà. Ok.
Je vais aller chercher la question de Patrice Rousseau. Alors, vous pouvez encore voter pour les questions que vous préférez dans le Q&R en bas. Comme ça, on prendra les questions qui arrivent en premier et celles que vous préférez. Là, par exemple, je vais prendre celle qui arrive en premier, qui est de Patrice Rousseau. Je ne sais pas si tu la vois, Inès. C'est j'aimerais comprendre ce qui se passe au sujet de la fréquence terrestre qui se modifie, pourquoi et comment. Donc, je ne sais pas si tu as des données là-dessus ou pas. Ok. Patrice arrive, si tu veux. Il va pouvoir... Alors, il n'a pas de... Ah, si. Voilà. Bon, Patricia, pardon. J'avais mal lu. Patricia, vous pouvez brancher votre micro si vous voulez. Et puis posez vous-même votre question à Inès si vous voulez. Oui, bonsoir. Moi, je ne suis pas scientifique du tout, mais passionnée, et on parle beaucoup de la fréquence terrestre qui augmente, etc. Mais moi, j'aimerais bien avoir une explication claire, parce que tout le monde y met un petit peu, voilà, son grain de sel. Clairement, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on nous dit qu'elle augmente, et nous, avec, qu'est-ce qu'on fait? Comment on subit? Voilà. D'accord. Et je pense que tu parles de la résonance Schumann. Oui, au départ, oui, mais moi, je ne connais pas grand-chose, donc je compte sur vous. D'accord. Ok. Bon, il est la résonance Schumann. Ok, d'accord. C'est une résonance qui se passe à l'échelle de l'atmosphère, disons, oui, de l'atmosphère terrestre, d'accord? Donc, et à ce niveau-là, et les événements qui vont impacter sur cette échelle ce sont les événements qui vont faire changer la résonance à ce niveau-là, d'accord, cette fréquence. Oui. Et d'accord, et il y a plusieurs hypothèses qui disent que cette résonance change pour plusieurs raisons. C'est curieux parce que je viens juste de voir pas si longtemps, c'était une hypothèse, c'est que, parce qu'on le lit beaucoup à la conscience, non? Il y a une hypothèse dans laquelle la résonance c'est comme si la Terre était un être vivant et qu'elle est. Et en fait, et que cette résonance, c'est lié au niveau, disons, de conscience de la planète. Et donc, dans ce sens-là, elle aurait un impact sur la nôtre, c'est-à-dire sur notre conscience. Et nous aussi, par ces mécanismes de résonance dont on parle, on aurait aussi un impact sur la conscience, disons, de champ de la planète à ce niveau-là. Il y a une autre hypothèse dans laquelle, parce que moi, je pense que le fait qu'on est en train de bouger dans l'univers et on change de lieu tout le temps, on est en train de bouger. Donc, on voyage, exactement, on voyage dans l'espace. Et les conditions dans l'espace sont différentes parce que ça change au fur et à mesure qu'on est en train de bouger dans l'espace. Donc, et ça forcément, ça va changer les interactions et les fréquences concernées dans la planète. Et dans le système solaire en tout, pas seulement que dans la planète. Toutes les résonances vont changer parce que nous sommes tous en train de bouger ensemble. Et donc, il y a aussi le fait que l'interaction avec le Soleil, c'est très important, avec les autres planètes aussi. Donc, ce sont des contributions qui vont faire impact, qui vont avoir un impact, une influence sur la Terre et sur ces résonances. Et une autre contribution, je pense, donc si on tient en compte aussi ce qui vient du Soleil, c'est le solar flares. Les éruptions solaires. Voilà. Oui, on a beaucoup. Voilà, donc et tout le rayonnement cosmique en général. Le rayonnement cosmique,
Et les rayonnements cosmiques, toutes les interactions avec le cosmos, ils sont tous involucrés. Donc, tout fait partie aussi de la résonance de la planète et du système solaire. Donc je ne sais pas si... il y a aussi une hypothèse dans laquelle on a un satellite qui n'est pas naturel, qui est en train de créer des effets sur la Terre, qui est en train de diminuer sa résonance. Quoi, lequel satellite? Ça serait la Lune. La Lune. Ça serait la Lune. Et voilà, donc c'est difficile à dire exactement. Oui, parce que est-ce qu'on vraiment a des données que... Parce qu'on parle de vibrations terrestres, mais bon, ça, on ne sait pas trop de ce que ça veut dire. Moi, je pense que c'est la résonance Schumann, oui, mais la résonance Schumann, apparemment, ou alors si vous avez d'autres informations, vous pouvez les mettre dans le chat ou après sur le groupe privé Facebook, sur le forum, tout ça. Mais apparemment, elle bouge pas trop, la résonance Schumann. C'est-à-dire qu'elle a toujours des variations, mais elle revient pareil tout le temps à peu près. Voilà, c'est 7 ou 8 Hertz, je ne sais plus. Puis après, elle a des fractales. Mais... Et donc, alors, quelle fréquence? Il faudrait avoir vraiment, il faudrait avoir des mesures, un truc sourcé pour savoir de quelle fréquence on parle. Il y a des gens qui parlent que la fréquence augmente, mais je ne sais pas de quelle fréquence on parle vraiment, en fait, quoi. Qu'on bouge dans l'univers et que ce qu'on reçoit soit toujours changeant, que le trou noir au centre de notre galaxie soit en contact direct avec notre Soleil et que son activité à lui joue. Ça, c'est sûr, en fait, on bouge tout le temps, on est dans un univers vivant et on prend des choses, on est protégé ou pas. Enfin, si notre champ magnétique descend, du coup, on va être moins protégé aussi des rayonnements cosmiques, etc. Mais c'est difficile vraiment de mesurer, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas connaissance vraiment de données comme ça sûres. Faudrait avoir vraiment des données pour dire que quelle fréquence augmente, quoi. Oui, c'est difficile sinon de répondre exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que ça bouge tout le temps, quoi. On n'est jamais bloqué à une seule vibration. Oui, c'est vrai que là, cette hypothèse dans laquelle cette résonance augmente avec c'est intéressant. J'aimerais bien qu'on puisse étudier cet effet parce que je m'intéresse beaucoup à la conscience, non? Et je fais des études là-dessus. Je fais une partie de ma recherche est concernée à la conscience. Donc, ça serait intéressant aussi de voir. Mais c'est tellement difficile déjà de prouver au niveau scientifique et comment ça se passe. Donc, mais on est en train de... Et moi, Patricia, souvent, je pense à ça parce que c'est vrai que tout bouge de toute façon, c'est sûr. Et puis, on est dans une spirale comme ça, c'est le système solaire. Et puis, de toute façon, tout tourne, etc. Et il y a une façon de... C'est le surf, en fait. C'est comme si on surfait une vague cosmique. Il faut pas être trop stressé, quoi. Faut pas trop se bloquer parce que tout bouge tout le temps. On est obligé d'avancer. De toute façon, c'est comme ça. Et puis, donc, faut s'adapter, faut être adaptable, en fait, quoi. Parce que sinon, il y a beaucoup de gens qui ont peur, quoi, que ça bouge, mais bon, de toute façon, ça va bouger. Hein. La galaxie va pas s'arrêter de tourner parce que nous, on est sur cette Terre et on dit c'est bon, stop, pousse, j'arrête, je veux plus que ça descende, quoi. Donc, faut y aller, ça devrait bien se passer. Voilà, merci. Merci, c'est parce que j'avais entendu dans une énième vidéo que la fréquence Schumann était passée à 30. Donc, on dit n'importe quoi alors dans les vidéos. C'est ça qui me perturbe. Oui. Alors, c'était quelle vidéo? Des vidéos qu'on voit, pas des vidéos scientifiques, des vidéos qui nous disent attention, c'est normal que vous soyez fatigué parce que la fréquence Schumann, elle est passée à 30. Moi, je dis, je ne suis pas au courant. Mais elle peut passer, je crois, il y a des paliers, mais il faudrait 7, 8, je ne sais plus, après, ça peut peut-être aller jusqu'à 40, mais après, ça revient, et c'est pas nouveau. Elle peut monter jusqu'à 30 quand même. 40, je crois. Ouais. Ah oui, d'accord, ok, donc oui, ok, merci. Après, encore une fois, moi je suis pas spécialiste et ça, c'est des choses qu'on pourrait, les gens qui savent pourraient envoyer des liens oui, ça serait bien sur le chat, dans le groupe Facebook, c'était pour prolonger la discussion et sur le forum aussi. Ça, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des informations. Un peu parce que c'est important quand même cette fréquence. Ben, on en est tous liés, hein, comme disait Tesla, et ça a été prouvé, c'est que nos ondes cérébrales sont reliées aux ondes de Schumann, par exemple. Oui, voilà. C'est vital pour nous, c'est vital. Ouais, carrément, pour toute la biologie. Merci. Merci Patricia, merci beaucoup.
Je suis fan, là. Merci. Merci à vous d'être là. Bonne soirée. Juste aussi pour dire que c'est Patrice Ego qui avait posté ça, une question sur le forum, je crois. Est-il possible, en fait on en a parlé tout à l'heure, Patrice, je ne sais pas s'il est là, je ne l'ai pas trouvé donc est-ce que est-il possible de remplacer dans la matrice à 64 tétraèdres les tétraèdres par des double tors? Donc oui. Et est-ce qu'on peut dire que la partie statique est avec le tétraèdre et là, le côté dynamique avec le double tort? On peut dire oui aussi, ça c'était pour être clair et on l'avait dit tout à l'heure. Et donc, merci Patrice pour ta question que tu as mise sur le forum. Inès, est-ce que tu as vu une question? Ou sinon, oui, alors vas-y. Il y a une question de Alain D'Aigle. Et du modèle de trou noir représenté dans le film Interstellaire, tient toujours la route par rapport au modèle de Nassim. Non, pas vraiment. Il manque toujours un peu de dynamique là-dessus. Qu'est-ce que tu veux dire de ddynamique? Oui, parce qu'en fait, oui, non, le double, comme on le voit comme ça, on ne voit pas exactement le double torus. En fait, on peut s'apercevoir, il peut s'apercevoir parce qu'on voit de temps en temps, on voit une double structure, donc comme un petit double boule, autre chose comme ça, dans quelques structures cosmologiques. Donc, ça donne un peu l'idée. Mais la version qu'on a dans le film Interstellar, même si la photo qu'on a prise ça ne ressemble pas beaucoup, mais ça pas si loin non plus. Mais je ne sais pas si tout ce qui est dans le modèle de Nassim pourrait se voir dans... Alain, est-ce que vous voulez brancher... je pense qu'on vous entend, mais est-ce que vous voulez brancher votre caméra ou pas? C'est comme vous voulez. J'aimerais bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe. J'ai comme perdu la connexion. Ok, on vous entend. Ça sera pas long. Je vais faire en sorte que... Donc, voilà, c'est bon. C'est parce que j'ai deux moniteurs. Hein. Bonjour Alain. Il est arrivé un changement de monitoring. Alors, bonjour à tous les deux. Bonne année aussi. Merci, ouais. À vous aussi. Et bonne heure, comme on a l'habitude de se dire, en espérant qu'on va passer au travers cette pandémie le plus rapidement possible. Oui, c'est vrai. Alors, en attendant, est-ce qu'on peut passer au travers du trou noir? Est-ce que la question, c'était ça? Vous voulez la reposer? En fait, la question, c'est que je voulais savoir si le film Interstellaire tient toujours la route par rapport au modèle de Nassim. Pour ceux qui ont vu le film, bien sûr. Est-ce que, là, la question s'adresserait à Inès. Est-ce que vous l'avez vu, le film Interstellaire? Oui, je l'ai vu. Que pensez-vous du modèle qui est présenté à l'intérieur du film au niveau du trou noir comme tel? Parce que je sais que le film a été bâti à partir d'astronomes qui ont contribué, d'astronomes professionnels, je pense, qui ont contribué à la construction du film. Donc, selon un modèle qui s'apparente le plus près possible, ou du moins à l'époque, s'apparentait au plus près possible de ce que pourrait être un trou noir. Mais selon le modèle de Nassim, est-ce que ça tient toujours, ce modèle-là, par rapport à celui de Nassim? Bon, je pense qu'il manquerait. Je ne sais pas exactement comment ce modèle a été construit. Je sais que ça a été fait par des simulations très exactes, disons très près de ce qu'on fait au niveau astronomique, et avec des équations de l'astrophysique et tout ça. Et donc, c'est ce que prédit le modèle, disons, cosmologique actuel. Et voilà, c'est ça. Donc, je dirais qu'une partie, je dirais qu'il manque, comme dans les équations d'Einstein, il manquerait aussi le côté d'en bas, parce qu'on n'a qu'un seul dynamique qui se serait un torus, par exemple, mais le double torus, il n'est pas toujours
prise en compte, non? Donc, qui fait part de force de Coriolis et tout ça. Donc, le torque et le fait du torque, ça crée aussi des double torus like that, comme ça. Je ne le vois pas dans l'image, mais je ne sais pas si cette image-là pourrait donner ce genre de détails. Peut-être, ça serait compris dans le... C'est sûr qu'il n'est pas pris en compte dans l'image, parce qu'on ne le ferait pas dans les équations. Donc, c'est sûr que ça ne représente pas ce que le trou noir que Nassim décrit. Mais je ne sais pas si en rajoutant ces en utilisant ces équations et tout ça, je ne sais pas si l'image qu'on aurait serait tellement différente, ou si on verrait la même chose, mais on aura la contribution, disons, de l'autre côté de double torus, je ne sais pas. Mais oui. Est-ce que la notion de temps, de futur peut influencer lorsqu'on, selon théoriquement bien sûr, puisqu'on n'a jamais été voir à l'intérieur d'un trou noir comme tel, on se base toujours sur des modèles théoriques, mais est-ce que la notion de temps, en ce qui concerne le passé et le futur, peut interagir? Est-ce qu'on peut, à traverser un trou noir, par exemple, reculer dans le passé ou aller dans le futur? Ouais, là vous faites référence au film quand il va dans le trou noir et puis qu'il revient en arrière et qu'il voit sa fille. Il faut bien être conscient que c'est un film de science-fiction, hein, mais quand même, la question se pose. Est-ce que, Inès, est-ce qu'on peut voyager dans le temps en allant dans des trous noirs? J'imagine que oui. J'imagine que oui, mais ça reste dans le... Voilà, dans la science-fiction, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, c'est une chance. Ouais, mais ça me semble logique, quoi. Et pourtant, dans le film aussi, parce que le film a trouvé que ça, le film est exceptionnel, il est très bon. Ouais. C'est un très beau film. Ouais. C'est très bien fait. J'ai trouvé que le film était quand même... ils ont mis le paquet au niveau visuel. L'histoire aussi est intéressante. Mais c'est pas parce que c'est logique nécessairement qu'elle est vraie. Elle peut tenir la route, mais ça peut être une logique fausse comme ça peut être une logique vraie. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est de la fiction. En tout cas, ils sont basés sur des choses qu'ils essayaient de se rapprocher le plus possible de ce qu'on connaît actuellement, quoi. Merci beaucoup, Alain. Merci à vous deux. Bonne année, bonne journée au Québec. Merci. En espérant qu'on n'aura pas de tempête pour les 24-48 prochaines heures, parce qu'ils nous annoncent une bonne bordée pour samedi qui vient. Alors, on va être servi à souhait, je le sens. On va sortir nos pelles, on va affûter nos pelles et naturellement, parce que là où je suis, on pèle beaucoup, hein, on est l'hiver, mais on n'a pas eu beaucoup de neige jusqu'à date, mais j'ai l'impression qu'à partir de samedi, il va falloir affûter nos pelles pour la première fois, cette année du moins en 2021. Bon, bah, prenez soin de vous et restez au chaud. Et pour ce qui est d'Inès, je lui souhaite du soleil. Je sais qu'elle est au Mexique, la neige, elle est alors profitez-en bien. On a un peu froid quand même, mais bien sûr que les échelles sont complètement différentes. Mais ici, moi, je parle de froid, on est 15 degrés. Oh là, trop froid. Mais là, c'est froid pour moi. Ma veste, même si c'est 15 degrés. Je pense qu'Alain, il rigole là, 15 degrés. Mais ça, c'est les tropiques pour vous, mais bon. Et lui, tu vois, lui, il fait froid, mais il est en chemise. Oui, en fait, je suis confiné quasiment 24 heures sur 24, comme c'est là. C'est ça le problème, quand on est dans un pays dont on n'a pas d'hiver, les gens n'utilisent pas de chauffage à l'intérieur. Donc, ça se passe, très souvent qu'on a très froid à l'intérieur des maisons, tandis que dans des pays avec l'hiver, on ne passe pas de froid à l'intérieur des maisons. Non. Donc, on est très habitué ici à avoir très froid à la maison. Ok, bon. Il n'est pas si froid qu'on pour faire du chauffage. Non. Ok, on va reprendre un peu le côté. On va arrêter la météo. Oui. Au revoir, Alain, merci. Merci, à la prochaine. À la prochaine. Bye. Bye. Vite fait, il y a donc Julien Lacroix dans les questions qui disait, parce qu'en fait ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le modèle de la Terre, tu sais, qui est en expansion et qui avait commencé plus petite et avec plus petits rayons et en grossissant comme ça en fait parce que il y a quand même, je pense, des plaques en fait qui font qu'en fin de compte ça s'est fracturé et du coup la forme que ça a aujourd'hui. Mais il dit donc à cette époque, donc où la Terre était plus petite, où était l'eau et y en avait-il autant? Et je pense que en fin de compte à la base
la Terre, c'est du plasma quoi, qui est en rotation autour d'un trou noir. Et donc, du coup, c'est quand le plasma s'est refroidi que ça donne la roche. Et au début, c'est… mais après, moi, je ne sais pas. Et les molécules de l'eau aussi, je pense. Oui, ouais, mais peut-être pas assez agglomérées pour faire des océans, des choses comme ça. Ou alors peut-être à l'état vaporeux, ou je ne sais pas. Et quand, quand la température est descendue assez, c'est peut-être à ce moment-là que les océans se sont formés, je ne sais pas. La version officielle, c'est-à-dire ce que disent, disons, le modèle courant actuel, c'est que l'eau est venue de l'espace, des comètes, des astéroïdes qui ont ramené ces molécules d'eau. Mais c'est vrai que c'est difficile de comprendre comment, avec des astéroïdes, même si c'était gros et avec beaucoup d'eau, d'où ça vient tout l'océan comme ça, c'est beaucoup d'eau. Mais si on tient compte qu'il y a beaucoup d'eau dans l'univers, en fait, on pensait que c'était quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé dans quelques coins du monde, dans l'espace, mais on a vu qu'il y a de l'eau partout, en fait. D'ailleurs, tu n'as pas vu, il y a une équipe scientifique là qui vient de dire, enfin, pas une équipe, qui vient de découvrir qu'il y a de l'eau partout sur la Lune, par exemple. Pas forcément des endroits spécifiques, les pôles. En fait, il y en a, elle est assez dispersée sur toute la surface de la Lune, quoi. Oui, sur Mars et tout ça. Donc, Vénus, oui, c'est clair que je pense que dans cette dynamique du trou noir à l'intérieur de la planète, et on pourra aussi peut-être avoir même cette… une fois que ça refroidi aussi, ça prend la phase nécessaire. Ce sont des processus thermodynamiques complexes, mais l'eau, je ne vois pas si… Je ne pense pas que ça soit seulement que l'eau qui vient de l'espace, qui vient des astéroïdes ou des comètes, en fait, je ne pense pas que ce soit la plus large contribution de l'eau que nous avons ici. Je pense que c'est quelque chose qui est issu de notre propre trou noir, mais je pourrais me tromper. Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas. Mais ça me semble le plus logique. C'est trop d'eau. Bon, c'est vrai qu'on a trop de temps dans l'espace et beaucoup d'interactions et tout ça. Il y a aussi le cycle de l'eau aussi, il faut le prendre en compte. Une fois qu'on a eu de l'atmosphère, qu'on a eu ce cycle d'eau et tout ça, bon, ça c'est un système, disons, c'est un cycle. En fait. Cyclique. Donc, cyclique, voilà. Mais c'est une question très intéressante de voir comment ça se passe avec l'eau dans notre modèle. Ouais. Alors, il y a des questions aussi. Il y a une question de Thomas Loisel, mais je pense qu'il n'est pas là. Si Thomas, vous êtes là, Thomas Loisel, si vous êtes là, vous pouvez me le dire dans le chat, parce que vous n'avez peut-être pas le même pseudo que vous aviez sur le forum. Donc, comme ça, je peux vous voir et vous mettre en direct. Ce serait plus intéressant. Mais sinon, rapidement, je te lis sa question qui n'est pas sur aujourd'hui, mais qui était sur le forum. C'est question sur l'analogie entre le comportement d'un tourbillon dans l'eau et les fluctuations du vide quantique. À quel point peut-on pousser l'analogie? Est-ce que le vide a une viscosité lui aussi? Est-ce qu'on pourrait l'appliquer, cette analogie-là des tourbillons dans l'eau, à l'univers pour expliquer le mouvement des galaxies? Oui, en fait, c'est l'idée, en fait. En fait, l'eau, il faut le voir à l'inverse. L'eau a ce comportement-là parce que c'est l'espace qui a ce comportement. On s'inspire d'une chose qui se passe au niveau de vide quantique. C'est quelque chose qui se passe à toutes les échelles. Donc c'est littéral dans ce sens-là. C'est un vrai vortex qui va se créer. Et qui se crée parce qu'il y a une gradient de densité entre l'eau et l'air. Parce qu'il faut aussi tenir compte qu'il faut avoir deux faces. Et donc ici, on a un tourbillon qui vient de l'eau et un tourbillon qui vient de l'air. En fait, c'est la combinaison de deux choses qui font aussi tourbillon. Oui, c'est vrai qu'on oublie en fait que par exemple, quand dans l'évier, quand l'eau tombe dans l'évier, elle tombe en tourbillon comme ça, mais l'air remonte comme ça. Et ça, c'est le double torus. Ça, c'est la dynamique à l'intérieur et à l'extérieur aussi.
toutes les deux dynamiques font partie de trou noir. En fait, c'est la dynamique de l'information. En fait, c'est la dynamique de fluide. C'est la dynamique de fluide et voilà. Donc, voilà. Est-ce que le vide a une viscosité? Si c'est une dynamique de fluide, a priori, oui. Oui, mais c'est super fluide. Le problème, le fluide ici, en dépendant du régime thermodynamique dont on parle, cette fluide va être super fluide. Et la région dans laquelle il va être solide, comme on comprend solide, c'est-à-dire, en fait, la structure, quand il est, disons, intact, qu'il n'y a pas de masse, parce que les vortex sont créés, ils ne sont pas toujours présents, on aurait un cristal. C'est une structure cristalline parfaite. Mais la dynamique, des dynamiques des gradients de densité, des gradients d'information vont faire ces dynamiques qui créent ces vortex qui va créer cette fluidité. Donc, c'est un système assez intéressant parce que les fluides, c'est précisément là où on trouve ces fluidités, c'est là où on trouve justement ce qu'on appelle la masse, la gravité, les forces, le champ. Non? Et dans des autres régions qui sont, disons, vierges, on n'aurait pas, c'est un cristal et parfait, c'est comme ça qu'on l'imagine. Et voilà, donc... par exemple, comme tous les tourbillons d'eau, par exemple, dans une rivière, en fait, on pourrait penser que c'est des objets un peu indépendants, alors qu'en fait, ils sont tous interconnectés par ce médium qui est l'eau, comme dans la théorie de Nassim, par le médium qui est l'espace, en fait. Ou alors, on peut appeler ça le vide quantique, quoi, les fluctuations du vide quantique. Oui. Et on a prouvé aussi, si je ne me trompe pas, que les galaxies tournent, enfin, leurs rotations sont synchronisées. Ah oui. Il y a une étude qui montrait que les galaxies, en fait, leur vitesse de rotation était synchronisée, alors qu'elles étaient évidemment éloignées à des distances faramineuses. Ouais. Donc, ce qui prouve qu'en fait, elles seraient liées comme par l'eau, mais là, par la structure de l'espace. Oui, c'est comme l'exemple on vient de dire du café et du lait, non? C'est ça, c'est exactement ça. C'est la dynamique de l'espace qui crée cette dynamique dans la galaxie, mais on pense que c'est la galaxie elle-même, toute seule, qui est en train d'avoir cette dynamique. Oui, je suis en train d'écrire un petit article là-dessus, justement sur ces modèles, parce que c'est très intéressant. Et c'est intéressant parce que le modèle cosmologique courant que nous avons, ils ne peuvent pas prédire une chose comme ça, c'est impossible, parce que dans notre modèle, tout est aléatoire. Donc, on aurait une distribution aléatoire de galaxies qui sont orientées avec des orientations aléatoires dans son spin et aussi, parce que dans ces observations, ce qu'on voit, c'est qu'elles sont dans un plan, en disant comme si c'était dans un même plan, et avec une vitesse qui est cohérente avec les autres vitesses. C'est impossible avec des distances que nous avons entre des millions de parsecs par... Donc, ce sont des billions de kilomètres. Et donc, disons que l'interaction gravitationnelle ne pourrait pas expliquer cette interaction, cette influence sur les autres galaxies. Ce n'est pas une interaction gravitationnelle. Mais dans le modèle de Nassim, c'est une interaction gravitationnelle parce qu'on comprend bien que tout est de la gravité à différentes échelles. Non? Donc, ouais, on pourrait même visualiser, donc si l'univers est en rotation, est un tore, en fait, un axe, une polarité, et donc elle tournerait autour. Et donc, en fait, ça pourrait expliquer aussi pourquoi elles sont synchronisées. Quoi. Oui, il y aura une synchronisation avec tout ce qui est à l'intérieur. Donc, d'une certaine façon, c'est pas random, c'est pas aléatoire du tout. Ça ne pourrait pas être aléatoire. Et c'est comme ça aussi qu'on pourrait expliquer ces filaments qu'on appelle le Laniakea. C'est un très beau... je ne sais pas si vous avez vu déjà c'est un super amas de galaxies dans lequel est notre galaxie. Oui, mais c'est une chose qu'on ne pourrait pas... Oui, c'est magnifique.
C'est comme une espèce de... Ouais. Que ce n'est pas la même chose que la simulation qu'on a fait pour la matière noire, parce qu'avec les simulations numériques que nous avons fait en astrophysique, on voit cette cosmic web qui est formée par des filaments qui sont des filaments de matière noire, soi-disant. Ça, c'est le modèle, mais ce ne sont pas des photos de l'espace, hein. C'est un modèle cosmologique. Mais les nakers, c'est une chose différente. C'est ce qui ça représente la photo, c'est l'image, c'est la relation des galaxies, comment elles sont et les vitesses comment ils sont en train de bouger. Donc ça donne les parcours, disons, et on voit bien que les parcours sont liés, sont corrélés, quoi. Oui, Donc, oui, liés, ouais. Ouais, donc, c'est impressionnant. Ça, c'est une bonne nouvelle pour cette année, ce travail qui vient d'être publié. Ouais. Et donc, on attend ton article. Ah, parce qu'il y a aussi une autre nouvelle qui vient de sortir ce mois-ci. C'était la découverte d'un trou noir qui était beaucoup plus ancien. C'était les plus jeunes trous noirs trouvés. Ce sont des trous noirs qui sont apparus presque après la création de l'univers. Et ça, ce n'est pas... Si les modèles cosmologiques courants expliquent que pour créer un trou noir, il faut avoir beaucoup de masse qui est comprimée, qui se comprime jusqu'au point où ça crée un trou noir. C'est comme une gravité invertée, disons. À cette époque-là, on n'a pas de masse suffisante, aucune dans tout l'espace pour créer ce trou noir. Et pourtant, nous avons un trou noir très jeune, très très jeune. Donc, impossible de prédire avec les... Ouais, c'est impossible de dire que c'était des étoiles qui se sont effondrées. On n'avait même pas de temps d'avoir une étoile. Ouais, c'est ça. Il n'avait pas l'étoile, mais on a le trou noir avant. Oui, un peu près. Donc là, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Voilà. Et là, c'est une bonne chose. Vraiment là avant, quoi. Là, c'est une bonne chose, ouais, voilà. Je vais ramener Elodie, c'est une question sur l'arc. Je ne sais pas si tu auras la réponse, mais elle va pouvoir comme ça préciser un petit peu sur la fréquence vibratoire du cristal arc. Elle va arriver, je pense. Je vais la lire vite fait. C'est pour revenir à ma question que j'ai posée sur Facebook et sur ce que tu venais de dire tout à l'heure, sur le spectre vibratoire du corps humain. Je voulais savoir si vous avez défini sur quelle échelle de vibration rentre le cristal arc en résonance avec le corps humain. Mais Elodie, je ne sais pas si vous êtes là. Peut-être pas. Parce que c'est assez... je n'arrive pas trop à comprendre. Je ne sais pas si on parle de fréquence en Hertz ou en... Je ne sais pas... Donc, je peux... Bon, Elodie, elle est peut-être partie. Donc, si vous revenez, Elodie, je pourrais vous remettre. Pour l'instant, je vais ramener Luc. C'est la question qui vient juste après Inès, si tu veux voir en même temps. Tac. C'est Luc Archambault. Pourrait-on comparer le tétraèdre? Est-ce que tu veux lire la question? Moi ou Luc? Ouais, toi, Inès. Ah, ok. Il arrive. Pourrait-on... Ah, il arrive. Donc, je vais le lire quand même. Pourrait-on comparer le tétraèdre du cristal arc à une corde de guitare tunée sur la fréquence du PCU? Et l'exposition HFR au pic qui fait vibrer cette corde. Oui. J'aime bien cette image, c'est joli. Bonjour. Bonsoir Luc. Bonjour. Bonsoir. Ouais. Et je vois... Bonsoir, bonne année. C'est bon, ok. Mais bonne année, oui. Je vous laisse poser la question à Inès. Oui, ben c'est exactement ça. Je me demandais quel était le rôle, parce qu'il y avait l'aspect de la précision du quartz qui était pour être totalement tuné, comme on dit au Québec, je ne sais pas en France. Tuné sur le PSU. Et puis, l'exposition au HFR, c'est quoi le rôle de l'exposition au HFR? Donc, c'était comme l'énergie qui est donnée pour le partir. Et comme c'est synchro avec l'univers, ben, il n'y a pas de résistance, donc ça ne s'arrête jamais une fois que c'est parti.
Oui, l'image est très, très pertinente. OK, all right. Alors, c'est tout? C'est bon? La réponse, c'est ça, bon. quoi. Ça veut dire c'est génial. Ouais, c'est super. Validé, partagé, l'analogie. Oui, mais il faut tenir en compte la partie fractale aussi, non? Parce que c'est quelque chose qui est la partie fractale qui fait que c'est ça que le cristal a les dimensions qu'il a, non? C'est le cristal doit avoir quelques dimensions. La façon comme il est rendu, disons, il doit respecter ces proportions fractales qui vont faire que à la taille où nous le prenons et nous l'utilisons, garde des propriétés que nous avons vues. Et voilà. Je connais pas trop. C'est ce que je veux dire. C'est une la guitare même fréquence, mais autre oui, c'est ça. C'est peut-être, Luc, vous êtes peut-être musicien, je sais pas, mais si c'est comme si on jouait un do sur la guitare, mais sur une autre octave, un do réagissait quand même un peu, quoi. Exact. Sur une autre octave. C'est ça. Donc. Exactement. C'est exactement ça. C'est les résonances. Oui, voilà. Bon, bah, super. Et d'ailleurs, Luc, vous avez dit quelque chose, et ça faisait partie de la question de Margot tout à l'heure. Est-ce que comment peut-on expliquer que une structure, par exemple le cristal, rentre en résonance éternellement, en fait, sans avoir besoin de le réexciter comme ça Est-ce que le cristal va rester en résonance avec l'énergie du HFR, donc l'énergie du vide, éternellement, ou pas? Ouais. Ah oui, mais tu as répondu à ça tantôt. En fait, on ne sait pas trop, parce que les mesures, on ne les a pas faites, mais par exemple, un proton qui est, lui, directement relié à l'énergie du vide et qui est à l'échelle fractale avec le PSU, pour l'instant, on n'a pas vu un proton dans l'univers decay, comme on dit en anglais, donc je ne sais pas comment on dit. Il n'y a pas baissé le niveau d'énergie. Voilà, c'est ça. Ça arrivera peut-être un jour, hein, mais bon, pour l'instant, si ça fait 13,8 milliards d'années, en tout cas, on n'en a pas mesuré. Ça fait longtemps qu'on attend. Donc, a priori, si on donne le bon mouvement. Oui, ça va adorer, disons, éternellement. Voilà. Mais tout étant interrelié, ça se peut qu'il y ait des choses qui peuvent s'interférer peut-être, là, mais je ne sais pas. Est-ce qu'on a vu des choses au niveau du cristal arc, des choses qui pouvaient influencer, comme vous diminuer le potentiel? Je sais qu'il ne faut pas le congeler, je crois. Oui, non, congeler au niveau de l'hélium. Si on le met dans le frigo, ça va pas le endommager. Mais si on le met dans le... Oui, si on le met... oui, parce que je le fais aussi, moi. Je l'ai fait, oui. Et aussi, si on le fait bouillir aussi, si on le met dans l'eau et qu'on fait de l'eau bouillante, la température va décorréler de la décohérence dans ce système, parce qu'il faut se souvenir que pour avoir cet effet, il faut bien se mettre dans l'intérieur des atomes, et ces atomes doivent être en face. Tout a été corrélé avec les HFR pour créer cette face, parce que ce qui fait finalement les HFR, c'est mettre la cohérence dès le plus petit dans les atomes jusqu'à la taille du cristal. Donc, il le met en cohérence. Voilà. Mais si on le met dans de l'eau bouillante, et la cohérence va se perdre, parce que la température de l'eau, c'est de l'énergie qui va faire que les atomes perdent la cohérence entre eux. Ben ouais. Et ça y est. Pour l'énergie. Non, on a le cristal sans l'activation, sans la modulation. Le cristal, il est encore utile, mais il faut le remettre dans le HFR pour le réactiver. Ouais, j'ai une autre question justement, parce que j'ai fait plusieurs tests. J'ai fait 4 tests avec des graines, avec de l'eau cohérente. Et puis les 2 premiers ont été assez remarquables. J'ai des photos. Et les 2 derniers, j'ai comme pas vu de différence, sauf une plus grosse pousse de racines. Je ne sais pas, puis même que j'ai mis à un moment donné, le dernier test, j'ai mis une feuille d'aluminium entre les 2. Parce que je les mettais pas loin l'un de l'autre pour avoir des conditions les plus semblables possibles, même quantité d'eau, même exposition au soleil, etc. Mais là, j'ai mis ça au cas où ça aurait été trop proche. Tu sais. Je les émettais quand même, au moins, on parlait de 10 cm pour le champ d'exposition. En tout cas. En tout cas, ça. Pour le cristal, ouais. 6 cm de rayon, je crois.
Ouais. En tout cas, ben, c'est ça. Les 2 derniers tests, ça n'a pas fait de différence au niveau de la quantité de graines qui ont germé, au niveau de la rapidité de croissance et tout ça. Ça fait que je me demandais s'il y avait des choses qui pouvaient influencer le. Et vous l'avez obtenu? Vous avez... Ouais, ben les deux, non, je sais pas. Je sais pas ce que. Donc en fait, les derniers tests n'ont pas été concluants, c'est ça? Non, c'est ça. La seule différence notée comparativement aux 2 premières fois, c'est qu'il y avait un peu plus de racines. D'accord, ok. Ah, d'accord. Ouais. Bon, bah, tenez-nous au courant de vos expériences. Ah, je vais continuer. Merci, Luc. Bon, merci beaucoup. Ciao. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Vive le Mexique, je devais y aller le 7 février, là, mais là, je vais annuler mon billet, malheureusement. Ah. J'allais à Puerto Morelos. Toi, tu es où? Au Mexico City. OK. À la capitale. Ouais. OK. Ouais. Apprécie le soleil. Bye. Oui, bye. Bye bye. Bye. Ok, on va prendre peut-être 1 ou 2 questions, une dernière. Oui. J'hésite si je t'en donne une dure ou pas. Non, il y en a une de Luc. Enfin, elles sont toutes intéressantes. Hein, donc, on va choisir. Bah, tu peux choisir d'ailleurs. Il y en a une, c'est de Luc, parce qu'on en a déjà un peu parlé. Bonjour, comment recréer un champ magnétique et gravitationnel en cohérence avec l'énergie du vide pour en extraire de l'énergie? On en a un peu parlé. Comment, comme un atome ou un soleil ou un trou noir. Donc, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Ouais. Par contre, l'oxyde de cuivre pourrait-il servir à récupérer cette énergie? Ça, c'est un côté un peu plus technique. Par exemple, du HFR, toi tu l'as vu, la machine, je ne sais pas exactement si tu as vu comment ça fonctionnait. Mais... oui, mais... Si tu sais pas, c'est pas grave. Hein. J'étais en train de regarder, je ne trouve pas cette question. Elle est dans les questions des... C'est dans la question-réponse, tu as Elodie et après tu as Luc. Ah, d'accord. Non, Elodie, puis j'ai Alain d'Aigle, et puis après j'ai Aîné Feu, on parle. Aline Faux, ouais. Aline Faux, then Daniel Ruth, and oui, je ne tue pas cette question. Ah bon? C'est cool. Bon, c'est pas grave. Elodie, Alors, puis après Alain. en fait, on a répondu de toute façon comment créer un champ magnétique et gravitationnel. Vous pouvez aller voir sur le site arcrystal.com avec le HFR, la machine de Nassim. Et c'est en fait, il faut reproduire la structure, la dynamique naturelle des atomes, des galaxies en rotation. Donc, on en a parlé tout à l'heure. D'ailleurs, la session est en replay. Donc, elle sera dans votre espace des membres contributeurs. Et donc, Luc, tu peux regarder le début de la session où on a répondu à cette question. Et juste la dernière partie de la question, dont on ne sait pas, il faudrait demander à Nassim, l'oxyde de cuivre pourrait-il servir à récupérer cette énergie? Je ne sais pas. Et Alain Daigle, après, sa question, c'est est-ce que nos pensées, par le biais de nos intentions émises, influencent ces structures du vide, cet espace? Est-ce que nous, on peut influencer la structure du vide? La structure du vide. Non, on l'a déjà eu tout à l'heure. Ouais. Bon, je ne vais pas le ramener, on peut répondre comme ça. Elle paraît, certainement, oui, mais elle est quand même beaucoup plus importante que nous. Enfin, nous, on est un produit de cette structure du vide qui, à la base, est infinie, quoi. Oui, mais aussi, à nouveau, c'est la rétroalimentation, c'est le cycle, finalement. Donc, on fait un changement sur les structures de l'espace et ça va créer disons, des changements qui vont aussi faire une influence sur nous. Donc, il faut se souvenir que c'est un circuit, d'information. Donc, voilà, je dirais que oui, mais la structure du vide en soi, oui. Bon, ce sont 2 choses différentes. Comment le vide va se structurer pour donner des différents résultats, c'est différent à la structure du vide en soi. Donc, je ne sais pas si on peut agir sur les 2.
je ne sais pas si je comprends, si je m'explique bien, mais la dynamique du vide et ses propriétés du vide sont telles qu'ils sont. On ne va pas modifier avec nos pensées cette qualité de vide. Ce sont ces qualités, c'est comment elles fonctionnent. Comme le spin. Voilà, donc voilà. Mais ce sont le pièce qu'il faut avoir pour construire une réalité, disons. Et donc, finalement, si nous avons, mais avec cette base, c'est la base, et puis sur la base, on peut faire après des choses dans lesquelles nous avons des influences, mais on peut, je ne sais pas, ce sont deux choses différentes. Ouais. Ouais. Puis il y a des échelles de fractales, d'harmonie, mais entre les deux, il y a peut-être de l'espace pour jouer avec la structure parce qu'elle est moins structurée à cet endroit-là, moins cohérente. Et... Oui. Nous avons... Ok, bon, une question assez de Mickaël qui nous a laissé la question sur le forum. Pourquoi toutes les pyramides sont alignées sur la ceinture d'Orion? Je pense que j'ai eu cette question avant. Pas toutes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pyramides dans le monde qui sont alignées, qui sont en lien avec les étoiles, la ceinture d'Orion, et dont les 3 pyramides d'Égypte, les 3 principales sur Gizeh, donc où ça fait la ceinture d'Orion. Ouais. Ça serait une question pour Lydia plutôt. Lydia, disons, architecte, géologue. Mais j'imagine que ça a à voir avec l'histoire de site, l'histoire de temple, de pyramide en soi. Quelle est son histoire et peut-être liée à quelque chose qui est lié à son origine, à l'origine de cette pyramide. Et peut-être cette origine est liée à ces constellations-là qu'on appelle Orion. Qui probablement ne s'appelle pas Orion, ne s'appelait pas Orion à l'époque là. Qui sait comment ça s'appelait à cette époque-là. Mais donc je pense que c'est pas quelque chose dans lequel je suis trop informée, mais j'imagine que ça a beaucoup à voir avec le fait que c'est très lié à son origine, à l'origine de la pyramide. Et peut-être avec les civilisations, peut-être qui ont été concernées à l'époque aussi. Non? Donc, mais je ne pourrais pas dire plus que ça. Je ne sais pas. On va poser la question à Nassim. Oui, il faut poser la question à Nassim. Et voilà, et dernière question, puisqu'on a parlé de civilisation, peut-être dans les étoiles, est-ce que le cristal arc peut devenir un générateur d'énergie qui permette d'alimenter des vaisseaux spatiaux? Moi, je pense que peut-être pas un seul cristal, comme ça, mais comme on a vu... Un petit vaisseau, mais pour un petit... Bon, vous avez vu la forme qu'il a, non? Déjà, il est un vaisseau. Il est un petit vaisseau, voilà. Donc, pas une petite fourmi, peut-être, je ne sais pas. Mais oui, je pense que ça serait génial de pouvoir faire ça. Peut-être on n'aura pas la puissance, je ne sais pas, mais peut-être on n'aura pas la puissance autant dynamique, parce qu'il faut avoir une dynamique assez puissante pour pouvoir créer cette force gravitationnelle, pour pouvoir jouer avec cette force gravitationnelle. On a vu déjà avec le crop circle que j'ai montré, déjà avec les cercles qui sont concentriques, qu'il a influence avec seulement 8 cristaux placés au centre, ça a un impact assez important au niveau biologique et ça montre clairement qu'il a une structure de champ électromagnétique c'est créé par la structure de cristal, de cristaux. Et donc, peut-être en utilisant cette device, cet équipement, et aussi le plasma
ensemble, parce que les plasmas, l'importance du plasma qui est en train de se développer dans le laboratoire, c'est justement de créer cette puissance, cette dynamique nécessaire pour avoir la partie dynamique qu'on a besoin. Non? Parce qu'on a une partie qui est structurelle, de la structure, de résonance et tout ça, et une partie qui est dynamique, qui n'est pas statique, qui n'est pas... Et la partie dynamique, cette partie-là, ça ne sera pas suffisant avec le cristal, je pense, les cristaux. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a la théorie et il y a la pratique après pour générer assez d'énergie. Et d'ailleurs, il y a des bouquins très intéressants de Jean-Pierre Petit qui parlent de la MHD, parce que lui, c'est un pionnier dans la MHD au niveau mondial. Et on a la chance d'avoir en France, mais on ne l'écoute pas. Enfin bon, bref. Et donc, lui, il raconte comment on pourrait utiliser ces principes de MHD pour générer assez de puissance pour faire voler des engins, quoi. Et ça, c'est les bouquins de Jean-Pierre Petit qui sont très intéressants. Oui, voilà, bon, Inès, c'est bon? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Presque 2 heures toute seule. Merci beaucoup. Non, oui, bon. Merci à tous. Merci beaucoup. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a par exemple, alors je pense qu'ils seront traduits en français, les cours de la Resonance Science Foundation de Lydia, du docteur Lydia, qui concernent justement les temples, l'archéoastronomie et aussi tout ce qui est tellurique, c'est-à-dire géologique, pourquoi les temples sont placés à cet endroit-là. Elle a fait une thèse sur le sujet, c'est extrêmement intéressant. Le cours est, je pourrais le mettre dans le groupe privé Facebook et dans le forum. Le cours est en anglais, mais je pense qu'il sera en français. Mais enfin, déjà, si vous comprenez l'anglais, vous pouvez l'acheter, il est super. Et donc, justement, pour ça, après, si vous voulez qu'on soit en lien sur les réseaux sociaux, Facebook, le groupe privé, des membres contributeurs, et le forum où je vais essayer de mettre des liens justement concernant la synchronisation des galaxies et puis le modèle de Terre aussi en expansion. Ouais, quelle performance, Inès! Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, merci à beaucoup. Je me sens inspirée par vos questions. J'aime bien participer à cette séance. C'est vraiment... merci à toi en tout cas, c'est cool. Et le module 7, non? Est-ce qu'il sera bientôt disponible ou pas? Oui, j'espère. Oui, très, très bientôt, j'espère. Ouais. On est en train de finir quelques petits détails, mais je pense que peut-être en février, ça va être... Ouais. D'accord, ok. Février en anglais et après, il faudra le traduire, c'est ça? Oui, je pense, oui. Ok. Bon, merci à tous. Et pour les membres contributeurs, la semaine prochaine, jeudi prochain, il y a une session des membres contributeurs. Et sinon, Inès, dans un mois. Dans un mois. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Olivier. Au revoir.